Bonjour à toutes et à tous, 165e briefing. Alors ce briefing est le dernier de la saison estivale dans ce format du mercredi. C'est l'occasion pour moi de remercier un peu d'abord nos auditeurs fidèles qui nous ont suivis dans la torpeur de l'été et qui nous ont suivis largement, notamment sur YouTube. On a des taux de clics qui sont très très intéressants. Donc je vous en remercie encore une fois. Remercie bien entendu nos fidèles intervenants, toujours brillants, toujours sur le pont, toujours formidables. Et puis bien entendu toutes les équipes que vous ne voyez pas, mais qui sont là aussi, qui ont quelquefois un peu sacrifié leur été pour être là. Donc merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus pour que le briefing ait lieu et se tienne régulièrement. Alors, pour votre information, lundi prochain, nous allons avoir un briefing un petit peu particulier qui sera un briefing qui permettra de faire un bilan de l'été, justement, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi, un peu de remise à niveau. Pour les autres, eh bien, ça permettra de retrouver un peu les grands points qui auront fait l'actualité. Et ensuite, nous passerons non pas sur un régime comme autrefois bi-hebdomadaire, mais nous allons recommencer le jeudi, et ce sera donc tous les jeudis, au moins jusqu'à fin septembre. Dites-nous un peu si ça vous convient, n'hésitez pas à donner vos impressions et on en tient compte en général. Voilà, reprenons donc le fil de tout cela avec Arnaud qui va commencer, comme d'habitude. Notre dernier briefing, on était en pleine actualité pendant que nous parlions et un avion qui tombait. Donc, on n'a pas eu l'occasion de s'exprimer là-dessus. Mais je pense que tu auras certainement des choses à nous dire parce que c'est quand même un événement d'une importance extrême, on va dire. Merci, Président. Bonjour à tous. En effet, un avion de fabrication brésilienne avec à son bord Monsieur Prigojine, deux de ses principaux lieutenants, Outkin et Tchekalov, qui s'est écrasé mercredi dernier dans la région de Tver, à 300 km au nord de Moscou. Euh, Évidemment, c'est l'événement politique de la semaine et peut-être plus. Hier, un enterrement, l'enterrement de Vladimir Prigojine à Saint-Pétersbourg, dans la plus stricte intimité. Pas d'honneur militaire, bien que Prigojine soit vu décerner le titre de héros de la Russie il y a quelques mois. Pas d'officiel. Il y a eu, semble-t-il, une partie de cache-cache pour brouiller les pistes à Saint-Pétersbourg, avec une sorte de cortège, de faux cortège pour induire d'éventuels partisans de Prigojine en erreur. En d'autres termes, les autorités ont tout fait pour que cet enterrement n'attire pas les foules et ne suscite pas de vagues. Alors, pour ce qui est de l'événement en lui-même, hein, de l'incident de mercredi dernier, il y a eu tout d'abord une hypothèse faisant état d'un missile de défense antiaérienne qui aurait abattu l'avion. Cette hypothèse ne s'est pas confirmée. Les Américains eux-mêmes affirment ne pas avoir détecté de lancement de missiles dans cette zone. Le plus probable, en réalité, c'est qu'il y ait eu une explosion à bord, une explosion d'origine criminelle ou pas. L'enquête le dira. Évidemment, tout le monde a son opinion sur le sujet. En tout cas, l'enquête se fera sans les Brésiliens, sans les représentants d'Embraer, la compagnie euh, aéronautique. Alors, les réactions, elles sont nombreuses. Il y a eu d'abord une période de silence, silence des autorités, qui a d'ailleurs suscité un certain trouble parmi les commentateurs officiels en particulier, qui ne savaient pas très bien comment parler de ce qui s'était passé. Vladimir Poutine s'est exprimé vendredi soir, me semble-t-il. Il a parlé, entre autres, d'un homme, Prigojine, je cite, au destin complexe,
Euh, euh, et il a parlé d'un homme qui avait fait des erreurs. Alors tout ça, évidemment, peut se lire de façon différente. Est-ce qu'il faisait référence euh, euh, aux années 1980? On sait que Prigojine avait fait de la prison, et non pas pour raisons politiques, mais pour des raisons de droit commun. Est-ce que les erreurs en question, eh bien, finalement c'était ça, ou est-ce que c'était des événements plus récents, de la fin juin en particulier? Tout ça, évidemment, est sujet à interprétation divergente. Les réactions, elles sont très diverses en réalité. La sphère ultra-patriotique, ce qu'on appelle la mouvance Z, est partagée entre colère et abattement. Euh, le reste de la société entre ignorance de ce qui s'était passé, puisque finalement la télévision russe en a assez peu parlé, et indifférence. Quant aux élites, gardent le silence, évidemment, mais on ne peut pas dire que ce qui s'est passé ait surpris beaucoup de monde. Ce qui aurait surpris beaucoup de monde, c'est que M. Prigojine soit mort de vieillesse dans son lit. Euh, euh, alors, quelles peuvent être les conséquences en Russie, à l'étranger, de la disparition du fondateur de Wagner, la compagnie militaire privée? En réalité, cette question, on se la pose depuis la fin du mois de juin, et des processus de réforme, de reformatage étaient déjà à l'œuvre. Ce qui est clair, c'est que le Wagner d'avant le coup de force de la fin juin n'existait plus, n'avait plus vocation à exister de toute façon. Il y avait un redécoupage du périmètre de Wagner. Très clairement, les activités en Russie étaient soit fermées, soit sorties du pays. Et à l'étranger, la tendance était à la reprise en main, en tout cas à des tentatives de reprise en main, de recentralisation par le ministère de la Défense. Je vais y revenir un peu plus en détail. Par exemple, hein, on a assisté à une visite très intéressante d'un vice-ministre de la Défense russe, M. Evkourov, qui est un ancien président d'Ingouchie, République du Nord-Caucase, qui est aussi accessoirement un ancien camarade de régiment d'Outkin, l'ancien adjoint de Prigojine décédé la semaine dernière. Eh bien, il s'est rendu successivement en Libye et en Syrie, à l'évidence, pour faire passer des messages aux autorités locales, en d'autres termes, ne traiter plus avec Wagner, et essayer de reprendre, en tout cas de placer sous tutelle plus directe et plus évidente les groupes Wagner déployés dans ces pays, sous tutelle du ministère de la Défense. Il y a deux pays pour lesquels la question revêt un enjeu stratégique, c'est le Mali et la Centrafrique, euh, qui, depuis des mois, voire des années, dépendent de la garantie de sécurité russe qui avait été sous-traitée, finalement, déléguée à Wagner. Quelle forme prendra cette nouvelle garantie de sécurité? On le verra. Ce qui paraît certain, c'est que la Russie n'abandonnera pas ces pays, sous une forme ou sous une autre. Les Russes resteront présents dans ces deux pays dans le domaine de la sécurité. Un peu dans la même mouvance, Igor, même si les deux hommes ne s'appréciaient guère, Igor Girkin, dit Strelkov, dont on a parlé longuement lors de précédents briefings, hein. Je rappelle que c'est une figure marquante des événements de 2014 dans le Donbass. C'est lui qui avait, avec quelques dizaines d'hommes, pris Slaviansk, qui avait ensuite organisé la résistance à l'offensive ukrainienne à l'été 2014. Eh bien, Igor Girkin, qui avait été arrêté il y a quelques semaines, a été maintenu hier en détention prévisoire sur décision d'un tribunal de Moscou, et ce malgré des lettres de félicitations, voire de recommandations du FSB, voire du Kremlin, qui lui avaient été adressées à une autre époque, certes, par les autorités concernées. Manifestement, ça n'a pas suffi. Je rappelle que Girkin est poursuivi pour avoir, selon le parquet général, appelé à des actes extrémistes via Internet. Parmi les autres nouvelles politiques et sociétales de ces derniers jours, la désormais traditionnelle liste des nouveaux agents étrangers publiée par le ministère russe de la Justice le vendredi. Parmi les personnes physiques et morales
incluses dans cette liste, on peut relever entre autres Monsieur Constantin Egert, qui est un journaliste spécialiste des questions internationales bien connu dans les milieux moscovites, qui avait entre autres occupé des fonctions au sein du quotidien et de la radio commerçante. Enfin, on relève la préparation aux élections locales et régionales qui se tiendront en Russie du 8 au 10 septembre. Cela concerne en particulier 17 gouverneurs qui vont concourir pour leur réélection. Il y a assez peu de suspense, sauf dans une région un peu particulière, la Khakassie, en Sibérie, où le gouverneur sortant, un communiste qui avait été élu à la surprise générale la dernière fois contre le candidat de Russie unie, eh bien, est en difficulté, mais pourrait, semble-t-il, être réélu. Dans les autres régions, on s'attend à ce que le candidat du pouvoir soit réélu sans obstacle. Quelques mots d'économie avec des nouvelles de Gazprom, la compagnie gazière publique russe qui a publié ses chiffres pour le premier semestre de cette année. Que voit-on? On voit notamment que le bénéfice net est en très net recul, pour ne pas dire plus. Il passe de 2500 milliards de roubles à environ 300, donc c'est presque divisé par 10, et ça représente au taux actuel environ 3 milliards d'euros. Donc 3 milliards d'euros de bénéfices nets sur les 6 premiers mois de l'année, ce n'est pas catastrophique, pas de- le compte n'est pas dans le rouge, mais évidemment on est très loin des chiffres de l'année dernière qui certes étaient exceptionnels, exceptionnels parce que les prix du gaz était exceptionnel au premier semestre 2022. Et puis, entre-temps, vous le savez, les exportations vers l'Union européenne ont littéralement chuté, notamment du fait de l'explosion des tubes Nord Stream en Baltique. On estime que le flux vers l'Union européenne aujourd'hui ne représente plus qu'environ 15% de ce qu'il était l'année dernière. Autre chiffre, celui du salaire moyen en Russie, qui s'établit selon Eurostat à 76 000 roubles. C'est une hausse importante, d'environ 15% en nominal, plus de 10% en termes réels du fait du ralentissement de l'inflation. Alors c'est important, en même temps cela cache de très importantes disparités. On sait que en province notamment, il y a encore beaucoup de salaires autour de 30-35 000 roubles. On sait par ailleurs qu'il y a d'autres revenus que les salaires. Il n'y a pas que les salariés en Russie et ces revenus ont plutôt tendance à stagner. Et puis ce chiffre révèle également des tensions assez fortes sur le marché du travail. Les entreprises russes, en tout cas beaucoup, peinent à recruter. Une des questions qu'on pourrait se poser et qui se pose d'ailleurs chez certains économistes, c'est que se passerait-il si jamais, d'aventure, la Russie devait à nouveau, par exemple, proclamer une nouvelle mobilisation partielle. Voilà un arbitrage important qui peut-être se posera dans les semaines et les mois qui viennent. Enfin, des nouvelles du rouble que j'avais évoqué il y a quelques semaines. Il y avait eu une flambée finalement, ou plutôt un glissement plus prononcé en début août avec on s'en souvient, un dollar qui avait dépassé le seuil symbolique des 100 roubles, une intervention de la Banque centrale qui avait relevé son taux directeur, et puis des annonces, des déclarations en particulier de la part de M. Oreshkin, conseiller économique du président, qui avait eu un effet assez rapide, quoique pas forcément très spectaculaire. Où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, un dollar vaut 96 roubles, un euro 105 roubles. Et donc on voit que ça s'est un petit peu tassé, si j'ose dire, mais que le rouble reste relativement faible. Parmi les raisons nouvelles qui ont été évoquées par certains, et notamment un économiste et banquier, M. Zadornov, qui a été à la fin des années 90 vice-président de la Banque de Russie, il y a le facteur indien. Le facteur indien, de quoi parle-t-on? Eh bien, on sait que l'Inde achète au moins une partie, peut-être même une très grande partie de ces volumes de pétrole en roupies, une monnaie qui n'est pas convertible et donc qui n'est pas rapatriée en Russie. Et donc cela contribuerait au déséquilibre euh, financier et à l'affaiblissement du rouble. En tout cas, c'est une
Une hypothèse que je vais vous lire, puisqu'elle est assez nouvelle, je ne crois pas l'avoir lue ailleurs. Il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui entrent en ligne de compte, tout simplement la contraction des exportations en valeur depuis l'année dernière, mais ce facteur indien est suffisamment intéressant, me semble-t-il, pour être relevé. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, Président. Merci beaucoup de toutes ces nouvelles. Alors, il y a pas mal de questions, bien entendu, concernant l'affaire Prigogine, mais tu as déjà répondu à toutes, pratiquement. Alors, sauf une. Je ne sais pas si elle a une grande importance, mais pourquoi? Pourquoi le mémorial de Prigogine est-il en face de Gastiny Dvor? Est-ce que c'est une symbolique particulière? Bonne question. Igor, peut-être une idée. En tout cas, bon, c'est cette rue, enfin, c'est pas en face de Gastine-Dvor, oui, enfin, c'est surtout près d'une église, en fait, de cette série d'églises à Moscou, sur la rue Varvark. Je ne sais pas s'il y a une histoire particulière, je ne pense pas, mais Alors, en fait, moi, le seul élément d'éclairage que je peux éventuellement apporter, c'est que depuis le déclenchement de l'opération spéciale, on a vu que c'est créé là, de manière un peu spontanée, une sorte de mémorial. Donc, effectivement, sur Varvark, entre deux églises, en face du Gastini Dvor, à 2 pas de la place Rouge, sur lequel les gens, donc bien avant Prigogine, etc., venaient déposer des gerbes de fleurs, accrocher des portraits, accrocher des fanions, mettre des drapeaux. Mais il y avait des bougies aussi qui apparaissaient de manière donc très spontanée, hein, mais qui n'occupaient pas une place démesurée, mais qui étaient régulièrement alimentées, renouvelées avec de nouveaux drapeaux, de nouveaux fanions. Très souvent des drapeaux sur le registre Nouvelle-Russie, hein, Novorossia, et aussi des drapeaux impériaux, enfin drapeau impérial russe, etc. Et évidemment, là, depuis la disparition de M. Prigogine, on a vu fleurir, c'est le cas de le dire, hein, les portraits, les drapeaux, les couronnes, les drapeaux Wagner, etc. Et donc là, si vous y passez, vous allez voir qu'effectivement, le périmètre quand même a pris de l'ampleur. Maintenant, je pense que c'est dans la continuité de ce mémorial un peu spontané qui est apparu là. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi il est apparu là il y a déjà 18 mois. Est-ce qu'il y avait une histoire avec, entre ce lieu et ce qui se passe là-bas? Je sais pas. ce qu'on a vu aussi, c'est qu'à l'échelle du pays, il y a eu plusieurs dizaines voilà, oui, de manifestations spontanées, des dépôts de fleurs dans diverses villes du pays, mais pas non plus quelque chose d'extrêmement massif. Donc c'est pas facile à interpréter. Il y a quelque chose, cette mouvance Z que j'évoquais est très affectée, mais manifestement elle n'est pas majoritaire. Donc, et alors, pour ce qui est de la géographie moscovite, hein, voilà, il y a deux mémoires maintenant qui vont cohabiter à quelques centaines de mètres de Russie finalement. Et deux tragédies, celle de M. Nemtsov, à encore une fois, quelques centaines de mètres, et ce mémorial en l'honneur de Wagner et de Prigogine. C'est assez saisissant de voir le choc de mémoire de deux Russies très antagonistes. J'ai passé également des photos d'un truc de déplacement d'un cimetière. Il semblait effectivement ce cimetière où on voyait souvent Prigogine en train de parler, et il semble qu'il ait été complètement rasé et déplacé. Est-ce que vous avez vu passer ça? Non, alors il y a eu, il y a quelques semaines, hein, de cela, des controverses sur Internet. Je ne sais plus dans quelle région. Il était question justement d'un cimetière qui aurait été rasé, voire déplacé. Pour autant que je le sache, ça ne s'est pas confirmé. Ça relevait apparemment de la fake news, mais si on parle de la même chose. D'accord, on vérifiera. Bien, on va clore le sujet Prigogine, sauf si Igor a encore des choses à dire dans sa partie. Et donc, on va passer sur la partie classique diplomatie militaire et autres. Igor, nous t'écoutons. Merci, Président. Bonjour à tous. Je vais commencer par des nouvelles de l'assistance militaire à l'Ukraine, puisque les États-Unis ont annoncé hier un nouveau paquet d'aide militaire, le 45e, qui relève donc du système du Presidential Drawdown Agreement, ça veut dire la capacité du président à puiser directement dans les stocks de l'armée américaine. Donc l'enveloppe est de 250 millions de dollars. C'est pas la plus faible, puisque je vous parlais du précédent paquet d'aide américaine qui était 200 millions de dollars.
Mais cela dit, c'est évidemment une enveloppe relativement modeste en comparaison avec ce qui a pu être déjà proposé aux Ukrainiens depuis au cours des paquets précédents. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Principalement des munitions de toutes sortes, hein, des munitions pour l'artillerie, des armes, mais également des munitions pour des armes légères et de petit calibre. À cet égard, j'ai relevé que le volume qui est octroyé aux Ukrainiens en termes d'armes légères et petit calibre est très nettement inférieur à ce qu'on a pu voir auparavant, puisque là, il est question de 3 millions de cartouches, alors qu'auparavant, les Américains livraient entre 30 et 12 millions de cartouches dans les paquets précédents. Donc là, il y a une réduction. Alors, je ne pense pas qu'il manque que de cartouches, hein, les Américains, mais je note quand même que quand on regarde tout ce qui se fait depuis au moins les 10 derniers paquets, on est très clairement en dessous de ce qui était livré auparavant. D'autre part, en ce qui concerne l'enveloppe, pour y revenir un instant, sur le mois d'août, deux paquets, 200 et 250 millions, 450 millions donc en tout, ce qui est l'enveloppe mensuelle la plus faible depuis janvier, puisque j'ai comptabilisé tout ce qui a été en termes de volume d'argent, donc équivalent donné aux Ukrainiens depuis janvier. Janvier, c'était le maximum, c'était équivalent de 5 milliards de dollars à travers différents paquets d'aide. Ensuite, en gros, sans vous faire trop de détails, entre février et juin, on était sur un diapason entre 750 millions et pratiquement 1 milliard de dollars. En juillet, en pleine contre-offensive qui a démarré, on était à 1,2 milliard. Et donc, vous voyez que pour le mois d'août, on est à 450 millions. Donc, c'est quand même une réduction de 2 à 2,5 par rapport à ce qu'on avait et de pratiquement 10 fois par rapport à janvier. Donc, on commence à avoir quand même une tendance sur 8 mois maintenant depuis janvier se dessiner. Je pense que la réduction de l'enveloppe, elle est aussi liée au débat qui commence à agiter le Congrès sur l'opportunité ou pas de poursuivre et dans quelle proportion cette aide financière à l'Ukraine, en tout cas des débats en termes d'accountability, hein, de rendre des comptes sur ce qui est fait avec cet argent. Je rappelle qu'il y a quand même une ligne budgétaire qui reste à dépenser, qui est de l'ordre de 6 milliards de dollars et que Joe Biden a donc demandé une rallonge et anticipé, hein, de 24 milliards au Congrès, mais ça, je vais y revenir. Les F-16, je vous en parlais la semaine dernière, donc je dirais dans le sillage des Pays-Bas et du Danemark qui ont annoncé leur disponibilité pour transférer des appareils à l'Ukraine. Donc, en théorie, à eux deux, ils peuvent aligner environ une soixantaine d'appareils, mais en pratique, c'est 60 théoriques, en pratique, peut-être seulement une trentaine, tout au plus une quarantaine qui pourraient partir à l'Ukraine, hein. La Norvège s'est rajoutée. La Norvège dispose, là aussi, en théorie, de 57 appareils, sauf que sur les 57 F-16, en réalité, il y en a pratiquement une trentaine qui partent déjà en Roumanie et une bonne quinzaine qui ont déjà été vendus ou sont en passe d'être vendus à une société privée américaine, Draken International, qui fait de la formation justement pour des pilotes de F-16. Donc, en théorie, elle pourrait être en mesure de donner à l'Ukraine, pour imaginer une quinzaine d'appareils. Là aussi, il y a toujours la question des délais sur lesquels j'ai apporté des éléments d'éclairage la semaine dernière, mais là, c'est plutôt la problématique évidemment de la formation des pilotes. Combien de pilotes on forme? On s'est aperçu cette semaine à travers différents articles de presse qu'il y avait les délais qui étaient déjà assez longs, qui étaient évoqués, pourraient l'être encore plus du fait qu'il y a des problèmes de langue et de, comment dirais-je, de compréhension avec des opérateurs ukrainiens qui manifestement ne disposent pas d'un niveau d'anglais suffisant pour pouvoir suivre, je dirais, correctement ces stages de formation. Et puis, il y a la question du personnel au sol, puisque un F-16, c'est évidemment un pilote, mais c'est aussi tout un personnel au sol pour la maintenance. Et pour chaque appareil, il faut environ une dizaine, voire une douzaine de personnes pour assurer la maintenance de l'appareil. Une heure de vol de F-16, ça nécessite plus d'une quinzaine d'heures de préparation et derrière ensuite de remise à niveau. C'est donc une logistique qui est très très compliquée et ce qui amène la question de savoir où seront basés ces F-16, puisque quand vous imaginez, admettons, une flottille de, je ne sais pas, 40 appareils avec tout le personnel que j'ai évoqué, plus les pilotes, si vous les basez sur un aérodrome que les Russes, après nous se trouvent cette escadrille, vous imaginez bien ce qui va se passer. Donc il faut les rebaser en permanence, les faire tourner en permanence. Donc c'est un casse-tête logistique. Si vous vous amusez à les baser en Roumanie ou en Pologne, là on rentre dans une autre dimension, j'allais dire, puisque là c'est de la co-belligérance. Et donc, certes, ils sont en théorie abrités de potentielles frappes russes, je dis bien en théorie, mais on rentre évidemment politiquement dans un tout autre jeu.
Cela dit, c'est des questions qui se posent aujourd'hui, mais on est quand même à, je dirais, j'avais évoqué la semaine dernière, hein, que ces appareils pourraient arriver au plus tôt en ligne cet hiver, enfin hiver 2024, avec des premiers équipages formés à la va-vite, là aussi sur fin de l'hiver, début du printemps. Donc, c'est quand même des questions qui se poseront, somme toute, assez rapidement. Alors, je reviens aux États-Unis, puisque euh, j'ai relevé un article du Wall Street Journal qui est paru la semaine dernière et qui relate des doutes ou du scepticisme au sein des Européens quant à la robustesse et à la constance du soutien américain à l'horizon 12-18 mois, soutien militaire et financier à l'Ukraine hein, de la part des États-Unis à l'horizon 12-18 mois, tout ça sur fond de campagne électorale qui va débuter aux États-Unis et ensuite d'incertitude sur le futur habitant de la Maison-Blanche. En ce moment, les pays du G7 et d'autres pays hein, discutent, réfléchissent à la nature des garanties de sécurité qui pourraient être proposées à l'Ukraine. Différents modèles sont évoqués, on en a même parlé ici, hein, le modèle israélien qui revient souvent, mais qui est discuté parce que le modèle israélien, donc à savoir les garanties de sécurité proposées maintenant depuis plusieurs décennies par les États-Unis à Israël, sont quand même arrivés dans un contexte très particulier. Israël avait gagné 4 guerres face à une coalition de pays arabes. Israël aujourd'hui dispose d'une supériorité technologique et aérienne incontestée, incontestable sur tous ses voisins et même au-delà dans la région. Dispose de technologies qui sont quand même très élaborées. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose de relativement similaire? Les contextes sont quand même très différents et donc c'est un modèle qui est quand même discuté, discutable. Le journal évoque aussi le modèle pakistanais, c'est-à-dire les garanties de sécurité américaines offertes au Pakistan pendant la guerre froide, plus spécifiquement pendant la guerre d'Afghanistan, hein, puisque le Pakistan servait de base arrière pour des opérations de la part des soutiens des Moudjahidines contre l'URSS. Mais évidemment, pour l'instant, on voit que voilà, ce sont des choses qui sont évoquées, qui sont réfléchies. Quelle forme ça prendrait? Alors, un accord juridique donc, qui serait passé devant les parlements nationaux. Alors là, je reviens aux États-Unis devant le Congrès, évidemment, ça pose problème, surtout qu'on rentre dans une campagne électorale, donc ça va devenir aussi un objet de marchandage, de discussion, ça risque d'être poser des difficultés. Et donc, en termes de timing, ce qui serait plus avantageux, ce serait un mémorandum de compréhension, Memorandum of Understanding, entre les États-Unis et l'Ukraine. Mais ça pose un autre problème, d'après le Wall Street Journal, c'est que en fonction de qui est élu, eh bien, ce mémorandum, qui présenterait l'avantage pour être signé tout de suite par le président américain, sans passer devant le Congrès, hein, eh bien, ce mémorandum pourrait être tout simplement déchiré, jeté à la poubelle si jamais c'est M. Trump qui était réélu l'an prochain. Il a déjà fait la démonstration avec l'accord sur le nucléaire iranien en 2017 et avec l'accord de Paris, d'ailleurs, sur le climat également, qui s'était empressé de déchirer une fois élu. Donc, évidemment, là, beaucoup d'incertitudes. Ces attitudes qui, quelque part, ont été déjà mises en avant par le premier débat de la primaire au sein du Parti républicain qui s'est tenu dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, auquel n'a pas participé M. Trump, mais auquel ont participé 8 autres candidats. Monsieur DeSantis, qui est gouverneur de Floride et qui est deuxième, je crois, dans les intentions de vote dans le Parti républicain, et Monsieur Vivek Ramaswamy, qui est le troisième homme en quelque sorte, Monsieur Mike Pence, que tout le monde connaît, un ancien vice-président américain, Madame Nikki Haley, qui était ambassadrice américaine à l'ONU, et puis deux autres personnes. Et le sujet ukrainien s'est invité dans le débat et a suscité de très vives discussions, de très vives réactions. Monsieur DeSantis a expliqué que lui, il reverrait à la baisse l'aide évidemment pour l'Ukraine, qui serait, je dirais, proportionnelle à ce que les Européens peuvent mettre. En tout cas, il y aurait une plus grande prise en compte de ce que les Européens peuvent mettre en vue de voir à la baisse l'aide américaine. Et quant à Monsieur Vivek Ramaswamy, c'est quand même illustré par des déclarations très catégoriques en expliquant que lui, il arrêterait tout simplement et purement cette aide, que cela ne correspondait aucunement aux intérêts américains et que cet argent colossal hein, ferait mieux d'être investi notamment dans la frontière sud des États-Unis avec le Mexique pour la consolider, la renforcer, lutter contre les narcotrafiquants, etc., etc. Donc finalement, un recentrage des États-Unis sur les intérêts du continent, on pourrait dire américain. Autre élément qui pourrait rentrer dans le débat, d'une certaine manière, c'est l'enveloppe de la reconstruction en Ukraine. La Banque mondiale, j'en avais parlé, avait publié une première estimation cet hiver.
et affirmé que entre février 2022 et février 2023, eh bien, l'étendue des dommages et des destructions s'élevait environ à 410 milliards de dollars. Aujourd'hui, les experts estiment que cette enveloppe pourrait être plutôt de 600 milliards de dollars. Donc évidemment, ce sont des sommes qui sont complètement faramineuses et folles, hein. À titre de comparaison, en Irak, les Américains ont déboursé, alors les contextes ne sont pas les mêmes évidemment, hein, mais 60 milliards de dollars pour la reconstruction, hein. Ils ont sur une période, je crois, de plus de 12 ans. Et en Afghanistan, ils ont consacré à hauteur de 90 milliards pour la reconstruction sur près de 20 ans. Là, on est à 600 milliards. Donc, comme ça, on a des éléments de comparaison. Donc, on est évidemment sur des proportions qui ne sont pas les mêmes. Une fois encore, les contextes ne sont évidemment pas les mêmes. Là, l'idée, c'est d'avoir mettre les sommes un peu en perspective. Troisième sujet, les céréales, avec j'allais dire deux sous-sujets. Un premier qui porte sur les pays d'Europe orientale, hein, le Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et la Slovaquie, qui ont annoncé en fin de semaine dernière qu'elles souhaitaient voir l'embargo sur les céréales ukrainiennes prolongé jusqu'à la fin de l'année. Toujours donc là, hein, par souci je veux dire, stabilité sur leur propre marché agricole vis-à-vis de leurs agriculteurs, etc. Je rappelle qu'ils avaient déjà commencé des manœuvres d'approche en vue de voir prolonger cet embargo dès le milieu de l'été. Et puis, en ce qui concerne les relations russo-turques, M. Hakan Fidan, ministre turc des Affaires étrangères, ancien patron du renseignement, devrait demain arriver à Moscou pour des consultations avec son homologue. Consultation donc demain et après-demain sur la possibilité de trouver un nouvel accord céréalien, parce que les Turcs ne lâchent pas l'affaire, hein, comme on dirait de manière un peu familière, et souhaitent voir un nouvel accord surgir. Et surtout, cette visite servira évidemment à préparer la rencontre entre les deux présidents, Poutine et Erdogan, qui vont évidemment discuter de cet accord céréalier. Alors, il y a une première date qui circule, mais c'est une rumeur, elle n'est confirmée en fait par pas grand monde, mais c'est celle du 8 septembre pour une éventuelle visite de M. Erdogan en Russie. Euh, une des pistes qui est évoquée, ce serait que la Turquie, dans le cadre d'un futur nouvel accord céréalier, servirait de hub. Alors, c'est pas nouveau en soi, mais sauf que ça revient un petit peu, ça circule de nouveau comme hypothèse, un hub dans lequel les céréales russes seraient donc exportées, puis certaines parties d'entre elles seraient transformées déjà là en farine ou en autre chose et réexportées vers les clients. Puis dernière information sur le G20, M. Poutine n'ira pas au G20 en Inde, puisque c'est Sergei Lavrov qui représentera la Russie donc pour le G20 qui se tiendra en Inde. Voilà, Président. Merci beaucoup de toutes ces informations. Alors, on a des questions assez diverses. On a notamment, pardon, je mets mes lunettes, un auditeur inquiet qui nous dit ceci. La semaine dernière, un drone a été explosé par un tir de roquette à 300 mètres de chez moi. Les drones kamikazes sont de plus en plus fréquents sur Moscou et sa région. Y a-t-il des recommandations à suivre? Rideaux spéciaux, scotch aux fenêtres? Est-on à l'abri à Moscou si demain un essaim de drone prend les airs? Alors, c'est une question effectivement qui se pose et qui va se poser de plus en plus. La nuit dernière, par exemple, 7 régions russes ont été ciblées par des drones ukrainiens, y compris des régions assez éloignées de la frontière, hein, Pskov en particulier. Moscou est régulièrement frappé depuis le mois de mai. Les Ukrainiens ont commencé par le Kremlin, et puis il y a eu d'autres cibles, des tours de Moscow City et d'autres. Et je ne prends pas beaucoup de risques en affirmant qu'il y a peu de chances que ça cesse. Donc, quelles recommandations? Ben, c'est difficile à dire, et je ne pense pas qu'on soit les mieux placés pour en formuler, mais il est clair que les quartiers sud-ouest de Moscou euh, sont sur la trajectoire, semble-t-il, des drones ukrainiens. Voilà. Donc, après, chacun évalue le risque en fonction de sa situation personnelle, naturellement. Alors, une question un peu indirecte, mais qui est liée à ça, et qui est un peu étrange, mais bon. Comment expliquer que le Kremlin se sente obligé de préciser que, entre guillemets, Poutine reçoit toutes les informations, y compris sur l'attaque de drone à Pskov? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait dans la population un sentiment que le tsar n'est pas au courant, ou parce qu'on a souvent vu dans l'histoire?
Peut-être. Il y a peut-être aussi parfois une forme d'impatience au sein de certains segments de la société russe. Ne s'expliquent pas les silences ou l'absence de réaction immédiate à des actions militaires ukrainiennes. C'était notamment le cas après, on s'en souvient, les explosions sur deux coupoles du Kremlin en mai. Beaucoup s'étonnaient du silence du Kremlin et de l'absence de réaction spectaculaire. Donc peut-être que c'est ça, peut-être que, encore une fois, le silence du président russe sème le trouble chez certains de ses partisans. Alors, une question plus technique, ça concerne effectivement, on a vu passer pas mal d'articles là-dessus sur les essais du Suroy Superjet 100, qui a changé de nom d'ailleurs. La Russie se réjouit-elle trop vite d'avoir remplacé notamment Safran et Thales, alors que le gros morceau des moteurs n'est pas encore réglé? Vous avez des éclaircissements là-dessus? Non? Bon, ok. Euh, alors, on nous parle du Forum mondial de la jeunesse 2023 Kazan, du 29, du 28 au 29 août. De quoi s'agit-il exactement? Et alors, TASS précise que sera principalement abordé, entre parenthèses, le rôle des valeurs traditionnelles dans l'éducation des enfants et des jeunes dans le monde moderne. Est-ce que c'est un moyen de contrer le soft power de la culture woke? On a une question un petit peu orientée. Est-ce que vous avez des lumières là-dessus? Je dois confesser ne pas être au courant de ce forum mondial. Peut-être que ça fait un peu écho au forum de 1957. En tout cas, c'est peut-être l'intention initiale. Bon, pour ce qui est des thématiques, effectivement, oui, les valeurs traditionnelles, c'est un sujet récurrent dans le discours officiel russe depuis des années, en réalité, qui devient de plus en plus virulent, parfois avec il faut le dire, dans les médias officiels russes, bon, la désinformation et des illustrations qui sont parfois assez farfelues. Ça prend des formes, en tout cas, parfois assez, qui dépassent toutes les formes connues de rationalité, mais oui, on peut penser que ça fera partie du paquet. Mais quelle, quelle est l'ampleur attendue de cet événement? Ça, je ne suis pas vraiment en mesure de l'évaluer. Alors, à nos auditeurs fidèles et par ailleurs vice-président de la Chambre de commerce française, nous indique qu'il n'y a plus de mémorial Nemtsov sur le pont, ni fleurs ni portrait. Oui, ce serait intéressant de voir si ce mémorial naissant Prigogine connaîtra le même sort que celui de M. Nemtsov. Alors, effectivement, ça m'avait frappé aussi parce que j'étais passé par ce pont qu'on appelle maintenant pont Nemtsov, d'ailleurs, un peu par. Et j'avais constaté que les portraits, les fleurs et la feuille de papier où il y avait le décompte des jours depuis l'assassinat de M. Neuf avaient effectivement disparu. Sauf que j'y suis passé pas plus tard qu'hier, il est réapparu. Il y a de nouveau quelqu'un qui est là, assis sur une chaise, avec des fleurs, un portrait et je crois toujours la feuille de papier. Donc il a dû être évacué temporairement, mais il a été réinstitué, ce mémorial spontané. Alors, on va changer complètement de sujet, de continent. On suit l'actualité des jours. On parle du Gabon. Est-ce que Wagner est impliqué? Est-ce que la Russie a une position? Wagner est mort, il faut le rappeler. Non, d'abord sur le Niger, les choses sont un peu plus compliquées qu'on l'entend, qu'on le lit. C'est-à-dire que euh, sur les réseaux sociaux, dans cette mouvance Z, on entend beaucoup de commentaires anti-français, on se réjouit de ce qui se passe, une nouvelle illustration la fin du colonialisme, on peut l'entendre aussi parfois à la télévision. Les autorités russes sont assez prudentes en réalité, hein. Elles ont mis en garde contre une intervention militaire, mais elles font attention. La Russie ne souhaite pas que ça dégénère, ne souhaite pas. Et la Russie, on l'avait dit, dispose de très peu de leviers en réalité au Niger, hein. Elle n'a même pas d'ambassade. Au Gabon, c'est un autre contexte. Bon, le Gabon, sans vouloir faire l'histoire de la France-Afrique, c'est un pays très particulier, et dès avant la France-Afrique, bon, notamment lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a une histoire très particulière, il y a aussi, comme ailleurs, une érosion de la présence française. La France a condamné, mais
je n'ai pas l'impression que en tout cas les politiques qui pourraient bénéficier de la situation actuelle soient très anti-français. Le pays qui s'émeut le plus visiblement de la situation, c'est la Chine, pas la Russie. Intéressant, en effet. Alors, on va finir sur une dernière question. Pourquoi Poutine ne se rend-il pas au sommet du G20 en Inde? Bah, à vrai dire, je pas vraiment d'explications, hein, mais bon, il n'a pas été en Afrique du Sud, qui est évidemment géographiquement, chacun sait bien, plus éloigné, l'Inde, c'est l'énorme masse du continent eurasiatique, où a priori il aurait pu y aller. Il n'y va pas. Je pense que tout simplement, il doit estimer qu'il a plus à faire ici, à rester aux commandes du bateau qui continue de traverser la tempête. En revanche, et c'est un signal qui n'échappera pas aux Chinois que j'évoquais précédemment, il se rendra en Chine au sommet organisé par son homologue Xi Jinping euh, courant octobre. On n'a pas encore les dates, mais c'est confirmé par le Kremlin, donc il y aura un déplacement à l'étranger de Vladimir Poutine. Prochainement, ce sera, semble-t-il, le premier depuis que la Cour pénale internationale a lancé son mandat d'arrêt. Merci beaucoup à tous les deux de vos lumières. Comme je vous disais en début de briefing, nous nous retrouvons lundi pour un briefing un petit peu particulier, puisque aussi bien Arnaud qu'Igor vont plancher ce week-end pour vous faire un résumé de ce qui s'est passé cet été et vous livreront leurs conclusions lundi. Voilà. Et ensuite, donc, nous reprendrons. Vous pouvez noter d'ores et déjà les prochains briefings seront tous les jeudis pendant le mois de septembre. Voilà, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.